Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 L'odorat, comment ça marche? Nous crûmes devoir commencer par l'odorat, parce que c'est de tous les sens celui qui paroit contribuer le moins aux connaissances de l'esprit humain. Étienne Bonneau de Condillac, Traité des sensations 1754. Brève histoire de l'étude de l'odorat. Les odeurs sont partout présentes dans notre vie quotidienne. Odeur agréable, odeur désagréable, discrète, intense, irritante, putride, parfumée. Elles peuvent mobiliser notre attention, susciter notre vigilance, agir comme des répulsifs immédiats ou au contraire entraîner une sensation de plaisir qu'on cherchera à prolonger. Sentir l'odeur d'une rose épanouie, rien de plus spontané et de plus simple comme comportement. Et pourtant, la science n'a progressé que très lentement pour comprendre au moins une partie des processus physiologiques et cérébraux à la base de notre odorat. Manque d'intérêt? C'est certain, la citation en exergue en est une illustration. Difficulté d'accéder à ce qui est invisible, inaudible et impalpable comme c'est le cas des odeurs? C'est aussi certain. De fait, des découvertes essentielles se font encore actuellement en ce qui concerne la perception olfactive. On peut citer à ce sujet l'attribution du prix Nobel de médecine en 2004 conjointement à Richard Axel et Linda B. Buck, for their discoveries of odorant receptor and the organization of the olfactory system. Dans l'état actuel des connaissances, il reste du chemin à parcourir et les travaux récents ouvrent sans cesse de nouvelles perspectives de recherche et d'application sur cette modalité sensorielle restée longtemps complètement hermétique à l'esprit humain. Pour prendre en considération les acquis de la science, on peut jeter un regard en arrière et voir comment une de nos plus anciennes civilisations, l'Égypte des pharaons, décrivait l'odorat. Les premiers écrits faisant état de connaissances sur l'odorat datent du XVIe siècle avant notre ère, et il est possible qu'ils soient la compilation d'écrits encore plus anciens. Il s'agit du papyrus Eber et du papyrus Edwin Smith, du nom de leurs inventeurs respectifs. Le deuxième est moins complet que le premier mais détaille des pathologies affectant le nez, et propose même des techniques de rhinoplastie en cas de fracture. Comment les Égyptiens comprenaient-ils le sens de l'olfaction? Pour ces érudits de l'Antiquité, tout était en fait une affaire de cœur. C'est-à-dire qu'ils considéraient que le cœur était l'organe et donc le siège de la pensée, des sentiments. Cette théorie du cardiocentrisme subsistera pendant des siècles, en fait jusqu'au XVIIIe siècle avec les expériences de Galvani sur l'électricité animale et ses découvertes du lien entre le cerveau et les muscles. Pour les Égyptiens, ce centre névralgique était relié par un système complexe de canalisation, mais tout, aux différents organes ou parties du corps. Dans ces canalisations pouvait s'écouler du sang, mais aussi de l'air, des larmes, du mucus, de l'urine, du sperme, selon le type d'organe ou la partie du corps irriguée. Ainsi, les papyrus identifient le nez et la chambre du nez comme composantes anatomiques. Celles-ci sont reliées au cœur par 4 canaux ou vaisseaux, dont 2 fournissent du mucus et les 2 autres du sang. Le nez est responsable de la respiration et de l'olfaction. L'acte inspiratoire permet de faire rentrer l'air dans les poumons et le cœur puis dans le ventre. Ainsi le rôle du cerveau est considéré comme nul par les Égyptiens en ce qui concerne l'odorat. Pour eux, il s'agit seulement de viscères du crâne. On peut ajouter que dans la pratique, les Égyptiens avaient une bonne connaissance de l'os ethmoïde. Il s'agit de la lame osseuse perforée qui sépare le cerveau de la cavité nasale, et de sa fragilité car sa fracture permettait un accès immédiat au cerveau pour le détruire lors de l'embaumement sans pour autant endommager le visage ou la tête du défunt. Le cerveau ne méritait pas une conservation propre en vue de l'éternité, comme d'autres organes internes dans les vases canopes. Ainsi les Égyptiens devaient penser que le cerveau n'était pas vraiment nécessaire au défunt, pour sa vie posthume. Que retenir de ces premières connaissances sur le fonctionnement de l'odorat? Quelques faits essentiels. L'air porteur d'odeur est inspiré par le nez, les fosses nasales sont irriguées par du sang et du mucus peut sortir du nez, surtout d'ailleurs dans le cas de maladies telles que rhume, grippe. Ces éléments de base seront repris par la suite dans d'autres systèmes explicatifs ainsi que l'importance déterminante des fluides circulant dans le corps. On peut ajouter qu'à partir de ces seules données très lacunaires tirées de quelques papyrus, l'odorat n'est pas considéré comme ayant un fonctionnement radicalement différent des autres organes des sens, thèse qui émergera postérieurement. Toutefois les odeurs,
parfums, encens, sont très présentes dans la vie sociale et spirituelle de l'Égypte antique et donc directement en relation avec la sphère affective propre à cette civilisation. Dans l'Antiquité grecque, certaines autres connaissances ont été précisées, tout en restant entachées de nombreuses erreurs. On peut citer quelques auteurs, plus ou moins connus mais qui ont tous montré une certaine curiosité par rapport à cette modalité sensorielle. Alcméon de Crotone, 5e siècle AV. J.C. mériterait de donner son nom à un laboratoire de recherche sur l'olfaction car il a contribué de manière complète et définitive aux neurosciences en établissant le rôle du cerveau comme destinataire initial des informations olfactives. Ce qui était donc révolutionnaire par rapport au corpus de connaissances précédent, et qui ne sera pas remis en cause par la suite. Une autre originalité de sa réflexion sera de différencier la perception sensorielle et les processus cognitifs mis en jeu conduisant à des sensations. Toutefois, les schémas anatomo-fonctionnels proposés par Alcméon restent en phase avec certains corpus de connaissances antérieurs, notamment en ce qui concerne le rôle essentiel attribué aux fluides corporels. Par exemple, le sommeil était dû à l'afflux du sang dans le système vasculaire cérébral, la vidange de ce système provoquant à l'inverse l'éveil. Les questionnements posés sont toutefois éminemment modernes. Il s'agit de la localisation des organes récepteurs sensoriels, de la nature des stimulations sensorielles et de leur qualité fonctionnelle en termes de bien-être, de plaisir ou au contraire en termes de pathologie, maladie. Alcméon a poussé l'investigation assez loin pour l'époque car il a pratiqué des dissections entre autres des organes sensoriels tels que l'oreille, l'œil, et à ce titre, il est considéré comme le fondateur de la neuroanatomie et plus encore comme l'initiateur d'une démarche exploratoire qui, même si elle restait encore empirique, fonde une démarche scientifique. C'est ainsi qu'il a mis en évidence l'afférence cérébrale des nerfs optiques. Dans le domaine de l'odorat, il identifie les odeurs comme des particules en suspension dans l'air qui, une fois inspirées par le nez, gagnent le cerveau et viennent donc solliciter des récepteurs qui selon lui étaient placés à ce niveau. Cette réalité physique de particules, que sont les molécules odoriférantes, est une autre découverte qui ne sera pas remise en cause par la suite. En revanche, le problème demeure de savoir comment ces particules vont monter au cerveau. Pour Alcméon, la respiration amène simplement l'odeur dans le cerveau. Donc la nature des nerfs sensoriels est toujours interprétée en termes de canaux ou veines, poroi, permettant la migration de fluides, de substances visqueuses d'un point à un autre. On ne connaît que peu de choses d'Empédocle, peut-être 490 à 435 AV. J.C. et seulement 2 fragments de livres dont un intitulé De la nature. Par ailleurs, ces écrits sont sous forme de poèmes, ce qui rend l'exégèse quelquefois délicate vu les contraintes d'expression qui en résultent. Pour Empédocle, les 5 sens traduisent la vraie nature des choses. Les organes sensoriels sont doués de porosité, et donc ils transmettent les informations au cerveau en fonction de la taille de leurs pores correspondant ou non aux caractéristiques granulométriques des signaux sensoriels. Par conséquence, les compétences olfactives seront directement proportionnelles à la puissance inspiratoire et les odeurs les plus fortes seront dégagées par des particules légères et ou de faibles dimensions. Hippocrate, vers 460 à 370 AV. J.C. est considéré comme le père de la médecine. Sa conception de la physiologie et des pathologies repose sur la théorie des humeurs qui fera autorité pendant des siècles. Le corps est composé de 4 éléments, terre, feu, eau, air, possédant 4 qualités, chaud, froid, sec, humide. Vu les antagonismes entre ces éléments et leurs propriétés, le bien-être et la santé reposent sur leur équilibre. Une prédominance d'un des éléments et de ses propriétés déterminera un excès d'une des 4 humeurs identifiées, sang cœur, pituite ou pH flegme cerveau, bile foie, atrabile rate et sera donc à l'origine d'un tempérament particulier, sanguin, air chaud humide, flegmatique, eau froid et humide, atrabilaire terre froid et sec, bilieux, feu chaud et sec. Pour Hippocrate, certaines odeurs, comme celles de la fange et des marais, sont source de maladies. Mais d'autres odeurs ont des effets bénéfiques. C'est pour cela que les mauvaises et fortes odeurs étant données à flairer aux personnes qui sont dans des accès hystériques, sont pour les calmer d'une grande efficacité, parce que tout le genre nerveux entrant en émotion est frappé de ces mauvaises odeurs, les oscillations de tout le corps en sont changées et perverties. En ce qui concerne les mécanismes mêmes de l'odorat, Hippocrate ne s'y intéresse que très peu.
Dans le traité des lieux dans l'homme, il évoque brièvement différentes modalités sensorielles. L'audition, l'olfaction, la vision. Je dirais d'abord que le corps a une ouverture pour servir à l'ouïe. Les parties extérieures de l'oreille ne servent qu'à augmenter le son et à le rendre plus fort. Ce qui en arrive au cerveau à travers la membrane du tympan est manifestement ce qui fait l'ouïe. Il y a un trou pour donner passage au son jusqu'au cerveau, lequel est entouré de méninges. Pour les narines, il n'y a point à proprement parler de trou, c'est un os percé comme une éponge. Il s'agit ici de l'os ethmoïde cité plus haut. Aussi entend-on les sons de plus loin qu'on ne sent les odeurs. Les parties odorantes se partagent et se divisent, en passant par l'organe de l'odorat. La vraie nature des nerfs n'est pas identifiée par Hippocrate. Les nerfs sont secs, sans cavité et s'attachent aux os, tirant leur nourriture ordinaire des os. Ils sont aussi nourris par les chairs. Ils servent à affermir les articulations. Ils sont répandus dans tout le corps, ils donnent de la force aux parties. Dans ce passage, on constate que s'il existe une intuition du rôle du système nerveux périphérique dans la motricité, les principes de la neurophysiologie sensorielle sont en revanche complètement absents. D'ailleurs, Hippocrate qualifie les nerfs optiques de veines gagnant le cerveau et véhiculant une humeur extrêmement pure. À noter une curiosité dans les éléments pronostiques de maladies indiqués par Hippocrate. Pour lui, si le nez devient pointu, c'est signe de maladie. Platon 428 à 347 AV. J.C. parle de l'odorat dans le Timée. Les 4 éléments et leurs qualités respectives sont à la base des explications fonctionnelles détaillées par Platon au sujet de l'olfaction. Les veines qui servent à l'odorat ont une structure trop étroite pour les dérivés de terre et d'eau et trop large pour les dérivés de feu et d'air. Toute odeur nécessite le passage d'air en eau et vice-versa, fumée ou brouillard. En conséquence, les odeurs se répartissent en 2 types qui n'ont pas de nom parce qu'elles dérivent de formes qui ne sont ni nombreuses, ni multiples. La seule distinction nette qui soit entre elles est celle du plaisir et de la peine qu'elles causent. L'une irrite et violente toute la cavité qui est en nous entre le sommet de la tête et le nombril. L'autre lénifie cette même cavité et la ramène agréablement à son état naturel. Dans ces propos, on peut retenir la distinction fondamentale qui est faite entre des odeurs agréables et des odeurs désagréables. Ainsi, cette valence hédonique en termes de plaisir-déplaisir apparaît comme la caractéristique la plus saillante et immédiate des odeurs perçues, ce qui est toujours considéré comme avéré de nos jours. Aristote, 384 à 322 AV. J.C. détaille les différentes modalités sensorielles dans un chapitre sur la sensibilité dans son traité de la Meu. Ainsi, il présente successivement 5 sens, la vision, l'audition, l'olfaction, la gustation, le toucher. Aujourd'hui, on parle toujours des 5 sens alors qu'il en existe d'autres comme par exemple la kinesthésie, c'est-à-dire la perception que nous avons des positions et mouvements des différentes parties de notre corps. Par ailleurs, certaines perceptions sont dues à des combinaisons de sensations. C'est le cas lorsqu'on se réfère à la flaveur ou à l'arôme qui résulte de stimulations olfactives et gustatives concomitantes. L'olfaction est citée par Aristote au milieu des autres sens, mais il relève d'emblée des difficultés à traiter de cette modalité. Il est moins facile de traiter de l'odorat et de l'objet odoré que de tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici. Selon Aristote, les odeurs sont présentes et dans l'air et dans l'eau. Pour les animaux terrestres, la respiration est nécessaire à l'olfaction, mais les animaux aquatiques eux-mêmes semblent doués du sens de l'odorat. Aristote fait ici preuve d'une intuition stupéfiante, ou plutôt d'une sagacité dans l'observation. Il disserte sur l'odorat chez de nombreuses espèces animales incluant insectes, mais aussi crustacés, poissons, en tirant des enseignements des techniques de pêche avec appât qui étaient utilisées. En effet, certains poissons ont un odorat très développé, pouvant identifier des molécules dans le milieu aqueux à des dilutions phénoménales. Aristote identifie une analogie entre les sons et les odeurs, en ce qui concerne la propagation dans le milieu ambiant. Il reconnaît qu'il est plus difficile de traiter de l'odorat et des odeurs que des autres modalités sensorielles, et de la nature des autres stimulations sensorielles. Il reconnaît également une pauvre compétence olfactive à l'espèce humaine, comparée à la plupart des espèces animales. Plus curieusement, Aristote utilise comme preuve de cette déficience le fait que sentir une odeur est toujours accompagné de plaisir ou de peine. Ainsi,
Il reformule cette caractéristique fondamentale de la perception olfactive qui est la saillance de la dimension hédonique. En ce qui concerne la nature de l'odeur, il s'agit d'une modification de la nature de l'air qui devient sensible par la matière de l'odeur, mais non du transport de la matière sensible elle-même. En effet, si l'on insère directement l'objet odoriférant dans les narines, on ne perçoit pas l'odeur, donc l'olfaction est due à une transformation de l'air inspiré. Ici, les explications d'Aristote s'inscrivent dans une universalité toujours fondée sur les 4 éléments: feu, eau, air, terre. Ainsi, les odeurs sont portées vers le cerveau par la légèreté de la chaleur qui réside en elles. En effet, l'air inspiré passe à travers la lame criblée de l'ethmoïde pour gagner le cerveau. Le cardiocentrisme demeure dans la mesure où le cerveau a pour rôle de refroidir le cœur, qui est toujours le siège de la pensée et des émotions. Le cerveau est l'intermédiaire entre l'organe capteur des sens, qui est constitué par les narines, et le cœur. Une tentative de classification est proposée par Aristote qui distingue des odeurs âcres, acides, suaves, astringentes en établissant quelques analogies avec les saveurs telles qu'analysées par le sens du goût. Aristote s'est également intéressé à la sudation et aux odeurs qu'elle dégage. Il a ainsi remarqué que la sueur du visage est plus abondante que celle du corps, que la sueur qui coule de la tête a moins d'odeur que celle qui coule de tout le reste du corps. Une autre remarque pertinente est que dans le cas d'anxiété, on sue des pieds et non du visage, tandis que dans le reste de la vie, donc dans le cas de la sudation comme mécanisme de thermorégulation, on sue beaucoup du visage et presque pas des pieds. Il est bien établi de nos jours que des émotions fortes produisent effectivement une sudation réflexe qualifiée de psychique, précisément au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Cette réaction, sous commande de notre système neurovégétatif, appelée réaction électrodermale, est d'ailleurs utilisée depuis plusieurs années dans les études expérimentales en neurosciences affectives pour mettre en évidence les réactions émotionnelles des sujets et leur degré d'intensité. Un autre auteur ancien à signaler est Théophraste d'Héréso, 372 à 288 AV. J.C., élève et ami d'Aristote, il lui succède à la tête de son école. Il est l'auteur d'une œuvre abondante sur de nombreux sujets, mais dont ne subsistent essentiellement à ce jour que 2 traités s'intéressant à la botanique, mais aussi un traité des odeurs. Il n'apporte pas d'opinion nouvelle par rapport à celle d'Aristote en ce qui concerne la physiologie sensorielle et donc la manière de percevoir les odeurs, mais s'intéresse davantage aux odeurs elles-mêmes, leurs différents types et les conditions, circonstances propres à leur origine. Il a aussi traité de la sueur humaine, avec des observations qu'on peut qualifier d'originales. Par exemple, les adolescents sentent particulièrement mauvais quand ils transpirent, les hommes murent moins et les vieillards pas du tout. La raison en est que les adolescents sont davantage enclins à l'activité amoureuse. Sentent mauvais les régions corporelles qui sont mal ventilées. On transpire d'abord et surtout du front, la tête transpire aussi beaucoup. Toutes ces considérations datant de l'Antiquité ont leur intérêt, et on verra ultérieurement par exemple que l'odeur de la sueur chez l'homme est à l'origine de plusieurs recherches actuelles passionnantes. Faisons un saut dans le temps et considérons maintenant quelques connaissances acquises pour comprendre un peu mieux cette curiosité que constitue l'odorat chez l'homme. L'odorat chez l'homme par rapport aux autres espèces animales. L'odorat est un de nos systèmes sensoriels qui nous permet d'appréhender certaines dimensions ou caractéristiques de notre environnement immédiat. Il se limite à la perception de quelques molécules en suspension dans l'eau, pendant la fin de notre période fœtale, et dans l'air, après la naissance, ces molécules n'étant qu'une infime partie des constituants possibles de notre environnement. Quelle est l'origine de cette compétence? Comment se caractérise-t-elle chez notre espèce? Cette aptitude est-elle la même quels que soient les individus, leur sexe, leur âge? Et enfin, quelles peuvent être les fonctions de cette modalité sensorielle particulière? Les réponses à ces questions peuvent être recherchées du côté de l'évolution. Notre organisme est le résultat tout à fait transitoire d'une longue évolution sous la pression d'environnements en mutation perpétuelle, et notre système olfactif est donc une solution adaptative à des contraintes écologiques successives. Dans le règne animal en général, la sensorialité olfactive est présente chez la plupart des espèces. En fait, à ce niveau, on parlera plutôt de sensibilité chimique, chimiosensibilité, pour rendre compte de la diversité des récepteurs spécialisés possibles.
Les gastéropodes, comme les limaces et les escargots, peuvent sentir des odeurs grâce à des neurorécepteurs situés sur les antennes. Chez les céphalopodes pieuvres, il existe des cellules olfactives au niveau de la tête et des tentacules. Chez certains insectes comme des diptères, mouches, moustiques, ces récepteurs seront situés sur la tête avec les antennes, mais aussi l'abdomen et les pattes. Les antennes de certains papillons sont conçues comme des détecteurs d'odeurs hautement sophistiqués, avec une arborescence enrichie qui permet d'optimaliser la probabilité de rencontre entre une molécule, une odeur et un récepteur sensoriel. Au total, la sensibilité à des molécules en suspension dans un environnement liquide ou gazeux est présente tant chez des espèces aquatiques que terrestres. Ainsi, la distinction qui est faite chez l'homme entre goût et odorat n'a pas de pertinence universelle. Par exemple, le champion toute catégorie identifié à ce jour chez les vertébrés en ce qui concerne la chimiosensibilité est un poisson. Il s'agit d'une espèce de poisson-chat, Ictalurus punctatus, qui est sensible à une molécule, l'alanine, à une concentration de 10 à 9 à 10 à 11 mol par litre. En clair, il s'agit d'à peu près une petite cuillère à café de produit dilué dans une piscine olympique, soit 2600 mètres cubes. Si la sensibilité chimique est aussi communément partagée entre les espèces animales, quel que soit leur degré d'évolution, c'est parce qu'il s'agit d'un système sensoriel relativement simple sur le plan de l'équipement nécessaire pour constituer un organe récepteur. Il suffit qu'une molécule, constituante d'une membrane cellulaire, soit présente à la surface de l'organisme ou dans des cavités spécialisées de l'organisme et qu'elle puisse se combiner par un mécanisme de type clé-serrure à une molécule, ou plusieurs, en suspension dans l'environnement. Chez les organismes pourvus d'un système nerveux, cette molécule serrure est présente sur la surface membranaire d'un neurone spécialisé, appelé neurorécepteur, qui sera à l'origine d'un potentiel d'action ou un flux nerveux qui se propagera jusqu'au centre d'intégration tels que des ganglions ou le cerveau. Chez l'homme, le principe de base reste identique et on constate qu'on est très loin de la complexité de récepteurs sensoriels tels que l'œil. La sensorialité olfactive a donc pu émerger très tôt au cours de l'évolution, et perdurer par la suite comme complément d'informations utiles et nécessaires par rapport aux autres systèmes sensoriels qui se complexifiaient. Elle joue un rôle qui peut être encore fondamental chez certaines espèces, par exemple pour la recherche de nourriture mais aussi pour la reproduction, en permettant l'identification d'un partenaire sexuel potentiel, l'attraction d'un partenaire sexuel. Chez des espèces d'invertébrés hautement évolués, comme les insectes sociaux, l'odorat est un média de communication essentiel entre individus, dans le fonctionnement de la fourmilière par exemple. Si on se limite aux seuls vertébrés, la modalité olfactive se rencontre tout au long de l'échelle de l'évolution chez nos aïeux successifs, chez les poissons, chez les amphibiens, chez les reptiles et chez les mammifères dont nous sommes. En revanche, la plupart des oiseaux sont dépourvus de sensibilité olfactive, à quelques exceptions près pour autant qu'on sache, comme le pigeon voyageur qui se servirait justement de son odorat à proximité de son gîte d'origine. Il est intéressant de suivre l'évolution du cerveau, en ce qui concerne les zones consacrées à l'analyse des messages odorants tout au long de ces différentes étapes évolutives comme on peut le voir sur les schémas ci-après. Chez les poissons, le bulbe olfactif est relativement énorme, presque un tiers de la masse du cerveau. Chez l'homme, ce bulbe olfactif est réduit à un petit filet nerveux d'un peu plus d'1 centimètre de longueur en moyenne. Au cours de l'évolution, on trouve les différents intermédiaires possibles quant à la masse relative du cerveau consacrée à la seule perception olfactive. En fait, cette partie du cerveau devient beaucoup moins importante, sur le plan anatomique, du fait de la tendance générale à l'expansion de ce qu'on appelle le télencéphale. Cette partie antérieure de l'encéphale est destinée à gérer l'ensemble des relations entre l'organisme et son environnement, les processus d'apprentissage complexes, les facultés cognitives. Chez l'homme, il s'agit du cerveau apparent et visible. Son expansion au cours de l'évolution l'a fait déborder sur les autres structures encéphaliques, latéralement et frontalement, jusqu'à en englober certaines, comme le diencéphale, qui vont ainsi être complètement internalisées dans la masse cérébrale. Toutefois, il faut bien considérer que l'évolution n'a pas conduit à une régression des structures archaïques du cerveau mais seulement à la croissance, la complexification de certaines zones. Cette histoire évolutive est toujours résumée actuellement chez l'homme au cours du développement de l'embryon. Vers la fin du deuxième mois de...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.